presentation. It's vaccination, HPV, and initiation. I'm translating from French directly to English, so my translation is not very good. Initiation of healthcare professional to motivational interview. It's up to you, Aurélie. Merci pour l'invitation. Désolée de ne pas être présente aujourd'hui parmi vous. Ce sera plus confortable pour moi de parler en français, donc n'hésitez pas après s'il y a des choses pas claires pour poser des questions. Donc effectivement, moi, ça fait plusieurs années que je travaille autour de l'hésitation vaccinale et en particulier dans le domaine du papillomavirus. Et puis plusieurs années aussi que je donne des formations sur l'entretien motivationnel. Et c'est vrai que souvent, on a essayé de mettre en place des études pour voir si on arrivait à améliorer cette hésitation vaccinale en formant des professionnels soignants à l'entretien motivationnel. Donc je voulais vous montrer deux exemples d'études et puis peut-être préciser un petit peu plus le contenu de ce qu'était l'entretien motivationnel, qui était la demande faite pour cette présentation. Donc ici, il y a eu un premier programme Stop HPV qui a été déroulé dans le département de l'Isère, où la couverture vaccinale en fait contre HPV est particulièrement basse par rapport au reste de la France. Et donc l'objectif ici, c'était de pouvoir essayer de doubler la couverture entre 2018 et 2022, donc à l'époque chez les jeunes filles. Et puis ça s'est élargi ensuite aux garçons, en essayant de faciliter l'information à la vaccination contre HPV, et puis surtout en essayant de faire bouger aussi les attitudes envers ce vaccin qui était relativement défavorable, notamment voilà, dans le département. Donc ici, l'objectif, c'était de proposer plusieurs outils, donc à la fois de créer un site internet, donc on a été tout un consortium à réaliser en fait ce site qui s'appelle Stop HPV, dans lequel on a pu déposer des informations, des vidéos, des éléments aussi d'aide à la fois pour le grand public et pour les professionnels de santé. Des brochures aussi, Stop HPV, pour les médecins généralistes. Et puis, on a réalisé aussi plusieurs questionnaires pour justement évaluer les attitudes dans 16 collèges pour essayer de voir un peu comment on pouvait essayer de faire bouger aussi cet aspect-là. Et l'objectif aussi, ça a été de former les professionnels de santé à l'entretien motivationnel et de voir si l'ensemble de ces interventions pouvaient permettre d'améliorer la couverture vaccinale en Isère. Alors ici, la brochure, donc juste pour vous montrer, donc là aussi brièvement, mais comment a été créée en fait la brochure. Donc l'objectif, c'était d'accompagner les personnes aussi, à la fois pour faire bouger un peu leur représentation, donc de travailler sur l'utilité du vaccin, son efficacité et puis sa sécurité. Donc ça, c'était aussi les 4 bonnes raisons de faire vacciner votre enfant contre le papillomavirus pour essayer de vraiment œuvrer dans les attitudes principales qui pouvaient les concerner et puis aussi d'essayer de les accompagner à planifier. On sait que parfois de passer de l'intention au comportement, c'est pas toujours simple pour les personnes. Et ici, parfois, on peut avoir l'intention, mais ne pas vraiment passer directement à l'action. Et donc, on a essayé de les aider aussi avec un peu le où, quand, comment vacciner, donc de manière très concrète pour essayer de faire bouger un peu les lignes sur le comportement de vaccination. Donc effectivement, ça a porté ses fruits puisque en 4 ans, on a pu voir en effet doubler entre 2018 et 2022 la couverture vaccinale, notamment en Isère. Et on voit que les courbes ici ont rattrapé, les courbes notamment en Isère et encore plus en Auvergne-Rhône-Alpes, ont rattrapé en fait la couverture vaccinale en France, donc le retard qu'ils pouvaient avoir par rapport à la moyenne ici nationale. Et donc ces actions ont bien fonctionné. Alors, on a réalisé une étude pour essayer de mieux comprendre principalement quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer l'intention de se faire vacciner, donc chez les jeunes filles en âge de se faire vacciner. Et ce qu'on a pu constater, c'est que ici, on peut voir représenter les freins à gauche, ici en rouge, où effectivement les représentations, le fait de percevoir le vaccin comme étant dangereux et non recommandé, évidemment, ça va être un frein. Mais ce qui est intéressant, surtout ce qu'on a pu trouver ici et qu'on a pu revoir dans d'autres études, c'était de constater que la connaissance en fait du vaccin et de la maladie étaient des facteurs qui n'étaient pas suffisants, qui étaient nécessaires mais pas suffisants pour faire bouger l'intention de vaccination ensuite chez les personnes. Puisqu'ici, en fait, tout ce qui va être de manière orthogonale sont des facteurs neutres qui ne vont pas avoir d'influence sur l'intention de vaccination. En revanche, on trouve beaucoup de leviers par rapport à l'intention de vaccination. Et ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, le fait d'avoir une attitude positive envers le vaccin, mais aussi les normes, le fait que les personnes autour de nous se vaccinent, le fait aussi de percevoir la maladie comme étant sévère. Et puis, on voit l'opinion des médecins va être extrêmement importante dans l'intention de se faire vacciner ici des personnes. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est ce qu'on appelle le regret anticipé, c'est-à-dire que lorsqu'on interroge les personnes aussi sur à quel point est-ce qu'elles risquent de regretter de ne pas s'être faire vacciner si un jour elles ont une maladie en lien avec le papillomavirus, eh bien ça fait aussi bouger les lignes par rapport à l'intention de vaccination.
Alors, dans une autre étude, on a voulu réaliser avec une doctorante une méta-analyse sur les différentes interventions qui pouvaient être efficaces par rapport justement à l'hésitation vaccinale. Donc, qu'est-ce qui permettait d'améliorer le comportement de vaccination en partant de ce qu'on appelle les BCT, donc les Behavior Change Techniques, et donc d'essayer de regarder quels étaient les BCT qui fonctionnaient le mieux dans le comportement de vaccination. Et ce qu'on a pu constater ici, c'est que parmi l'ensemble des différentes interventions, ce qui marchait relativement bien, c'était notamment les interventions qui portaient sur les pros and cons, donc pour et contre, donc un peu faire la balance décisionnelle qu'on utilise beaucoup dans l'entretien motivationnel, et puis aussi de faire du recadrage par rapport justement peut-être aux attitudes qui peuvent être un peu erronées, donc de travailler sur les représentations qui peuvent être aussi un peu parfois déformées chez les personnes. Donc ici, on constate que finalement, ce qu'on fait beaucoup dans l'entretien motivationnel sont a priori les processus qui fonctionnent le mieux dans justement le changement de comportement par rapport à la vaccination. Donc ici, je voulais refaire un petit point. Je ne sais pas un peu si tout le monde connaît bien un peu le fonctionnement, les processus et les outils de l'entretien motivationnel. Mais brièvement, je voulais revenir un petit peu sur la théorie et puis les outils qu'on utilisait vraiment pour essayer de renforcer le changement des personnes par rapport notamment à la vaccination. Et donc l'entretien motivationnel, on sait qu'initialement, ça avait été beaucoup utilisé pour les addictions, donc pour accompagner les personnes dans le changement et donc dans l'arrêt de la consommation. Et puis de plus en plus, ça s'est déployé pour tout type de changement de comportement dans le domaine de la santé. Et on a vu de plus en plus, effectivement, cette technique-là utilisée pour l'hésitation vaccinale, pour pouvoir lutter contre l'hésitation vaccinale. Et donc l'objectif, c'est effectivement, comme nous l'a très bien présenté la collègue juste avant, c'est vraiment de partir en fait des représentations des personnes, donc se centrer sur ce que le patient pense et d'accueillir en fait finalement lui ses représentations, et puis de lui demander lui aussi en fait c'est quoi qui est important, quel est son objectif, et de travailler vraiment sur son ambivalence pour promouvoir le changement que lui-même aura souhaité. Donc on va vraiment essayer de travailler sur le fait de renforcer sa motivation intrinsèque, donc personnelle, plutôt que d'essayer de le convaincre avec un jeu de bras de fer, où en général on est toujours perdant, parce que quand on argumente scientifiquement, ben finalement on n'est pas du tout sur la même ligne de ce que le patient, lui, est en train de nous dire. Donc une définition de l'entretien motivationnel, ça pourrait être « je peux vous aider à résoudre ceci par vous-même », et donc on est là pour guider et accompagner vraiment le patient. Donc l'idée de l'esprit de l'entretien motivationnel, c'est vraiment l'esprit de collaboration, où on considère le patient comme un partenaire, on est dans presque un schéma d'égalité, et on évite un peu le schéma de confrontation, où on va essayer d'argumenter le plus possible en essayant de persuader l'autre de changer. On sait qu'en général, ça ne fonctionne pas. On essaie aussi le plus possible de stimuler l'autonomie, donc de respecter la liberté de choix de la personne, plutôt que d'avoir une démarche autoritaire, de lui imposer ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et puis aussi de laisser la personne proposer elle-même en fait ses changements par rapport à ses propres valeurs, ses motivations et ses ressources pour changer. Donc on verra qu'on peut donner de l'information, mais qu'il y a différentes étapes, des précautions un peu à prendre quand on veut donner de l'information en amont pour éviter d'avoir justement de la résistance de la part du patient. Dans les grands principes de l'entretien motivationnel, l'objectif, ça va être vraiment d'essayer d'éviter le plus possible le réflexe correcteur. Donc c'est vrai que souvent, en tant que soignant, on va se dire c'est pour son bien, donc je vais lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, et on pense que ça va permettre de gagner du temps, d'aller plus vite. Mais aujourd'hui, on a bien constaté qu'en fait, ça ne fonctionnait pas et que finalement, on perdait plus de temps qu'autre chose. Donc l'idée, ça va être vraiment d'accompagner le patient, évidemment, en essayant de se mettre à sa place, donc avec beaucoup d'empathie, en essayant de respecter son rythme et de comprendre que parfois, les craintes du patient peuvent retarder parfois aussi le changement de comportement. Ce qui est important aussi, c'est de soutenir son sentiment d'efficacité personnelle. On sait que ça, c'est une variable dans les modèles en psychologie de la santé. On sait que c'est une variable clé du changement de comportement. Et si la personne est motivée mais qu'elle ne se sent pas capable de changer, eh bien évidemment, ça va être un vrai problème. Et donc, on va essayer de l'accompagner à soutenir ce sentiment d'efficacité personnelle. Et puis quand on sent qu'une personne est résistante, l'objectif, encore une fois, ça ne va pas être d'essayer de la convaincre à tout prix avec des nouveaux arguments, mais essayer de se mettre de son côté, donc du côté de la résistance et du patient, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle peut avoir des craintes et des résistances, et d'essayer de l'accompagner en essayant de lui faire prendre conscience de potentiellement des pensées qui peuvent être déformées. Donc ici, on considère que toute personne est ambivalente par rapport à un changement, que c'est une étape normale et que c'est un vrai carrefour décisionnel où on va essayer de mettre en avant les coûts et les bénéfices de chaque côté du conflit
pour essayer de, évidemment, faire pencher la balance du bon côté et donc du côté du changement. Donc ici, l'ambivalence, c'est un conflit entre deux actions. Donc ça peut être par rapport au traitement, par rapport au vaccin, par rapport à l'arrêt du tabac ou autre. Et donc, il faut vraiment faire en sorte que ce soit le patient qui formule ses propres arguments. Souvent, en tant que soignant, on a envie de donner, nous, les arguments en faveur du changement, mais finalement, ce ne seront peut-être pas ceux qui vont être en adéquation avec vraiment ce qui va concerner le patient. Donc, c'est important que ce soit lui qui formule ses propres arguments. Alors, ce qu'on constate souvent, c'est ce que nous disent souvent les soignants, c'est que ils ont parfois des patients qui arrivent et qui sont un peu résistants par rapport au changement. Et l'idée, c'est de comprendre que souvent, en fait, cette résistance, elle vient d'une dissonance entre les attentes du soignant et les attentes du patient. Et ce qui est important, c'est d'essayer, encore une fois, de comprendre cette dissonance, de comprendre ce que souhaite le patient et d'arriver à trouver un point, en fait, de rapprochement qui va nous permettre de faire baisser cette résistance. Et on sait que cette résistance, elle est prédictive de non-changement. Donc il va falloir vraiment essayer de la faire diminuer en essayant, encore une fois, de comprendre vraiment ici les besoins et les représentations du patient. Donc on peut arriver à repérer qu'un patient est résistant lorsqu'il commence justement à remettre en question ce qu'on lui dit, donc il argumente. Le fameux oui mais qui est très souvent présent dans les entretiens est typique d'un comportement résistant, donc c'est un non poli pour dire en fait je suis pas d'accord avec vous et qui va nous permettre de repérer que le patient ici va rentrer en résistance. S'il commence aussi à couper la parole, à minimiser un peu la problématique, à commencer à faire dévier le sujet ou voire même évidemment ne plus venir au rendez-vous, eh bien tout ça sont des comportements résistants et évidemment on va essayer de les réduire le plus possible pour aller du côté du changement. Alors les trois leviers importants de la dynamique du changement, c'est évidemment le fait que la personne, pour elle, ce soit important de changer, que pour elle, ce soit très élevé sur sa liste des priorités, qu'elle se sente capable de changer, donc en confiance, qu'elle sente que c'est possible pour elle de changer, et puis que ce soit le bon moment pour elle aussi, donc la disposition aussi au changement. Donc si un de ces leviers-là n'est pas au maximum, eh bien on n'aura pas une dynamique qui va durer sur du long terme, et donc c'est important de pouvoir évaluer justement chacun de ces leviers-là, ce qu'on va voir dans les outils, à l'aide des outils ici de l'entretien motivationnel, avec notamment ce qu'on appelle les échelles motivationnelles. Alors avant de rentrer dans le détail des échelles, peut-être ici, beaucoup d'entre vous connaissent la roue du changement, les stades de Prochaska et Di-Clement, qui sont intéressants notamment dans le domaine de la vaccination pour voir un peu où en est le patient. Est-ce qu'il est en précontemplation, c'est-à-dire que pour lui, c'est pas du tout pensable de faire la vaccination pour lui ou pour son enfant, parce que justement, il a trop d'idées préconçues négatives par rapport à ça. Auquel cas, ici, ce qui va être important, ça va être de commencer à faire naître le doute en donnant de l'information et évidemment en instaurant la confiance. Si en revanche, ce qui est la plupart du temps le cas chez les patients, il est un peu dans une hésitation, donc c'est la majorité souvent des personnes qu'on va rencontrer, on va avoir des personnes qui sont ambivalentes, qui à la fois hésitent, soit plutôt non, soit plutôt oui, à faire vacciner leur enfant ou eux-mêmes. Et donc ici, on va être vraiment dans travailler sur l'exploration de la balance décisionnelle, et donc encore une fois, faire pencher les pour en faveur du changement. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, ce qui peut prendre parfois plusieurs séances, hein, le reste va être beaucoup plus facile, puisque le patient, en fait, on va l'aider à clarifier ses objectifs en essayant d'anticiper les obstacles potentiels et puis aussi d'essayer de planifier. Donc, si vous souhaitez faire vacciner votre enfant, eh bien, à quel moment est-ce que c'est le plus facile pour vous de venir? Quand est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Et puis donc d'essayer de déterminer le où, quand, comment très rapidement. Ensuite, on va accompagner le patient vers le changement. Et ce qui va être important aussi, c'est le maintien. C'est-à-dire, parfois, un patient peut-être qui va faire la première vaccination, mais on sait qu'il y en a plusieurs qui ne vont pas revenir pour la deuxième dose pour différentes raisons. Et donc, l'idée, ça va être aussi de prévenir alors, ce qu'on appelle la rechute, en tous les cas, le fait qu'ils puissent continuer à adopter des gestes de santé qui soient positifs. Et donc, pour ça, on va essayer de prévenir justement cette rechute possible. Et si à un moment donné, le patient rate un rendez-vous, évidemment, on va éviter de la culpabilisation pour essayer de le faire revenir à l'étape de contemplation. Donc ici, je disais, pour donner l'information, souvent on a tendance à vouloir aller vite et à donner spontanément la même information, quelle que soit la problématique du patient. Ici, ce qu'on sait dans l'entretien motivationnel, ce qui est vraiment essentiel, c'est si on a 5 minutes d'entretien, c'est de commencer les 2 premières minutes par demander en fait au patient ce qu'il connaît, pour justement essayer de repérer quelles sont ses représentations, son niveau de connaissance et est-ce qu'il y a des croyances erronées par rapport à la problématique, pour pouvoir ensuite donner de l'information qui va être vraiment spécifique, individualisée. Donc pendant 2 minutes, donc au lieu de donner de manière descendante 5 minutes d'information,
on va avoir que 2 minutes, mais qui vont être beaucoup plus spécifiques et qui vont être plus pointus pour permettre de répondre précisément peut-être aux croyances erronées ou aux attentes du patient. Et donc la dernière minute, on va l'utiliser à vérifier qu'est-ce que ça a pu potentiellement changer chez le patient, cet apport d'informations très spécifique par rapport à ses connaissances. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qu'on fait, mais qui peut vraiment changer la donne en entretien, de partir en commençant par demander qu'est-ce que vous connaissez sur ce sujet et est-ce que vous êtes OK pour que je vous apporte un peu plus d'informations par rapport à ce sujet précisément. Alors, on a parlé d'Arnaud Gagneur. Effectivement, il a beaucoup travaillé autour des stades de changement dans la vaccination et l'entretien motivationnel. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est vraiment, encore une fois, de repérer où en est la personne par rapport à son stade de changement. Est-ce que la personne avance beaucoup d'inconvénients par rapport à la vaccination? Est-ce qu'au contraire, il commence à percevoir un peu les bienfaits de la vaccination? Est-ce qu'il nomme des inquiétudes, mais aussi des obstacles? Voilà. Et est-ce qu'il se sent capable d'arriver à se mobiliser rapidement pour prendre un rendez-vous? Donc en fonction de ces différentes étapes, on ne va pas du tout avoir les mêmes réactions et c'est important de pouvoir adapter le discours par rapport à là où en est le patient dans son stade de changement. Alors un autre outil qu'on utilise beaucoup dans l'entretien motivationnel, c'est le mot-clé ouvert, où là aussi, parfois, on a un peu tendance à poser des questions peut-être un peu trop fermées et ne pas recueillir l'ensemble des éléments qui peuvent être importants pour arriver à accompagner le patient dans son ambivalence. Et donc, essayer de poser un maximum de questions ouvertes va nous permettre de mieux comprendre justement où en est le patient dans sa globalité pour pouvoir ensuite essayer de trouver des leviers par rapport au changement. Le fait de valoriser aussi ces efforts, donc par exemple de dire c'est déjà très bien de vous intéresser effectivement aux différents éléments pour mieux comprendre la santé voilà, pour votre enfant, etc. Et donc valoriser ces aspects-là. Et puis essayer de beaucoup utiliser la reformulation pour essayer de vérifier qu'on a bien compris ce que nous dit le patient. Et aussi ce qu'on ne fait pas toujours, c'est un petit résumé à la fin qui peut vraiment permettre aussi de vérifier qu'on est au clair par rapport à ce que nous a dit le patient et lui montrer qu'on a bien compris voilà, là où il avait envie d'aller pour clarifier aussi ces aspects-là. Alors les échelles motivationnelles, c'est très facile à utiliser. Ça va nous permettre de vérifier justement où en est le patient par rapport aux 3 leviers qui vont permettre la dynamique du changement. Donc à quel point c'est important par exemple pour vous aujourd'hui de vous faire vacciner ou de faire vacciner votre enfant. Et donc déjà on va pouvoir évaluer sur une échelle de 0 à 10 ce niveau d'importance. Et évidemment plus que le chiffre, ce qui va être important c'est qu'est-ce que la personne met derrière ce chiffre. Donc ensuite on va lui faire dérouler un discours par rapport à de quoi est fait ce 7 par exemple et comment est-ce que vous pourriez passer de 7 à 8, donc le plus petit pas qui pourrait permettre d'augmenter un petit peu plus son niveau de motivation par rapport à la vaccination. Ensuite, on peut faire pareil avec la confiance. Et donc, si par exemple le chiffre est assez bas, eh bien, on peut déjà lui demander pourquoi vous êtes à 2 et pas à 0, pour essayer là aussi de voir pourquoi il a quand même un peu confiance. Et encore une fois, comment est-ce qu'on peut passer de 2 à 3, donc de quoi ça pourrait être fait. Et puis, on évalue aussi, est-ce que c'est le bon moment pour lui ou est-ce qu'il aurait besoin d'attendre encore un peu pour avoir un peu plus d'informations et être plus à l'aise par rapport à cette vaccination. Alors souvent, dans le discours du patient, ce qu'on a, c'est effectivement une ambivalence où spontanément, le patient va avoir tendance à nous apporter les inconvénients en fait ici du changement et les avantages du non-changement, du statu quo, de là où il en est actuellement. Nous, en tant que soignants, notre rôle, ça va être évidemment de l'accompagner sur les inconvénients aussi à ne pas bouger, donc lui faire voir, c'est un peu ce qu'on met en avant dans ici le regret anticipé, c'est de dire finalement, le fait de ne pas vacciner va aussi avoir des inconvénients. Souvent, les patients voient les effets indésirables potentiels du vaccin, mais ils n'envisagent pas, ils n'anticipent pas le fait que de ne pas vacciner, ça peut aussi évidemment avoir des conséquences futures négatives. Et donc, c'est notre rôle aussi de mettre en lumière cet aspect-là. Et puis, évidemment, de montrer les avantages du changement, donc d'être plus tranquille pour la sécurité aussi future de la santé du patient. Donc ça, c'est notre rôle de passer par toutes ces cases-là. Et ça rejoint ce qu'on appelle ici le slalom décisionnel, ce qui rejoint un peu à la balance décisionnelle, c'est-à-dire de faire parler la personne sur, OK, qu'est-ce qui est bien actuellement, donc qui lui convient dans le fait... alors ici, c'est beaucoup utilisé, par exemple, encore une fois, dans les addictions, donc le fait de consommer, qu'est-ce qu'elle apprécie dans le fait de consommer. Mais ici, ça pourrait être aussi dans le fait de décider de ne pas faire la vaccination. Mais aussi les moins bonnes choses actuellement, donc qu'est-ce qui peut aussi lui faire prendre conscience que potentiellement, il y a aussi des risques à ne pas agir. Et puis, les moins bonnes choses du changement. Donc là aussi, on va quand même parler des obstacles potentiels au changement, donc les risques aussi envisagés par rapport à un changement. Donc ça peut être la vaccination, encore une fois, ou le fait d'arrêter de consommer. Et puis, évidemment, on va terminer par les bonnes choses du changement. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est de finir par la touche vraiment positive qui va ancrer la dynamique du changement.
qu'est-ce que la personne va pouvoir voir comme bonne chose du changement, donc être rassurée par rapport à ce vaccin-là, ou le fait effectivement de pouvoir aussi arrêter sa consommation. Aurélie, Donc, dans excusez-moi, toutes les études qu'on a vous pu faire, m'entendez? donc c'est ma dernière diapo, ce qu'on peut constater ici, c'est que on a 3 étapes. Donc, on va avoir les patients qui vont avoir du mal à prendre la décision dans la vaccination. Donc là, il va falloir augmenter leur intention. Et donc, dans ces cas-là, on va vraiment essayer de s'ajuster au mieux au profil du patient, donc essayer de voir qu'est-ce qui est important pour eux. On peut aussi utiliser les normes et référents, donc d'essayer de voir un peu aussi quel est dans l'entourage les personnes qui sont déjà fait vacciner. Et puis, évidemment, prendre en compte l'avis du médecin. Une fois que l'intention est présente, eh bien, on va essayer d'augmenter le passage de l'intention au comportement. Et là, donc, c'est dans l'aide à la planification de ce comportement-là. Et puis, utiliser le regret anticipé. Et puis, pour le maintien, essayer de valoriser le comportement en essayant d'inciter aussi le patient peut-être à en parler autour de lui. Parce qu'on parle souvent de ce qui ne se passe pas bien par moment avec les effets indésirables de certains vaccins. Mais finalement, on parle peu aussi de toutes les fois où ça s'est très, très bien passé. Et donc, ça, c'est important aussi. Donc, je voulais finir sur cette diapo puisque j'ai pas parlé de PrEVAge-PV, donc qui est effectivement aussi une grosse étude dans laquelle j'étais impliquée aussi, donc avec Judith Muller qui a présenté un peu précédemment cette étude, où donc on a pu aussi proposer une formation en e-learning aux médecins généralistes sur l'entretien motivationnel. Et donc, vous pouvez retrouver, pour ceux qui le souhaitent, cette présentation où vous avez une partie sur les grands principes de l'entretien motivationnel et puis des exemples de jeux de rôle aussi qui peuvent permettre d'aider à voir un peu les différents types d'entretiens qu'on peut mener avec les patients de différentes manières. Donc vous avez tous les éléments que vous pouvez retrouver sur ce site librement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie. Ça ne marche pas. Des questions? Comment tu le branches? Est-ce qu'il y a des bras? One, two, one, two. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question assez classique, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion de croiser les données, vos données avec des caractéristiques sociales, peut-être moins démographiques, parce que là c'était en Isère, mais avec des caractéristiques sociales, avec cette interrogation que j'ai de savoir s'il y a des profils sociaux plus enclins à changer grâce à l'entretien motivationnel ou non. Alors, vous parlez plus des profils de ceux qui se font vacciner ou plus des médecins qui l'utilisent? Parce que dans l'enquête Stop HPV, on avait effectivement dans les différents collèges regardé un peu les profils de ceux qui étaient vaccinés ou non. Et effectivement, on avait constaté que dans les collèges plutôt REP+, donc où il y avait plutôt plus de personnes, on va dire, défavorisées au niveau sociodémographique, on avait moins de vaccination. Donc ça, c'était déjà une première chose et c'était vraiment mettre l'accent pour réduire les inégalités de santé, mettre l'accent davantage justement sur les personnes qui ont plus des variables sociodémographiques défavorisées. Donc ça, c'était la première chose. Et après, en revanche, au niveau des médecins, c'était une question plus... Oui, en fait, du coup, les deux, c'est tout aussi intéressant. Ouais. Et pour prolonger la question, mon idée derrière la tête, c'est est-ce qu'il y a finalement des profils de radicalité qu'on peut repérer à travers des caractéristiques sociales. Parmi ceux qui refusent, qui ne changent pas après l'entretien motivationnel, voilà. Merci. Oui. Alors, nous, c'est vrai qu'on avait regardé un petit peu les pourcentages. C'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est un chiffre relativement élevé, ceux qui refusent la vaccination. Mais en fait, finalement, c'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'on est plutôt à quelque chose comme 10% de refus absolu. Et en revanche, on a plutôt, et puis peut-être 10% d'acceptation totale. Mais on a, en revanche, 80% de personnes ambivalentes. Donc, avec peut-être pas mal qui peuvent être ambivalentes moins, donc plutôt pas trop favorables, mais aussi ambivalentes vraiment hésitantes complètement et potentiellement
ouvertes à la vaccination. Mais donc, le refus catégorique, c'est pas si élevé que ça. Et là, on n'a pas forcément d'éléments sur les catégories de ces personnes-là, parce qu'encore une fois, elles sont quand même assez minoritaires. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même énormément de personnes fortement ambivalentes. Et ce sont sur ces personnes-là, en fait, que l'entretien motivationnel va être intéressant. Nous, on a tendance à dire que sur les personnes qui sont radicalement contre, en fait, ça sert à rien de faire l'entretien motivationnel. Vous allez vous épuiser. Elles sont en pré-contemplation plus. Et il va falloir énormément de temps et d'énergie, d'investissement pour arriver à les faire bouger. Et peut-être même qu'au final, elles ne bougeront pas. Donc finalement, nous, on a plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux s'ancrer sur 80% de la population que passer beaucoup d'énergie sur 10% qui, au final, risque en plus de ne pas bouger. Merci bien. Une autre question? Oui, merci. Bonjour, Yvan Saint-Saulieu, merci de votre exposé. Je me demandais si vous ou d'autres avaient appliqué cette méthode de l'entretien motivationnel avec des politiques. Parce que s'il y en a qui pourraient changer de motivation, c'est bien eux aussi, hein, dans le tas. D'autant plus que je m'intéresse à la démocratie hospitalière, je vais faire un séminaire là-dessus, et au changement social. Et là, on parle justement de changement social, des patients, des médecins, mais pourquoi pas aussi discuter avec les autorités de leur slalom décisionnel et de leur empathie et de leur sens de l'égalité avec autrui à qui sont destinés, aux destinataires des politiques publiques. Bon, c'est à moitié une blague, hein. Je pense que c'est pas. Non, oui, un petit peu quand même. Bon, parce qu'on fait de la provoque, on est en France, mais quand même, il y a peut-être une méthodologie aussi auprès des autorités. Alors, c'est une remarque tout à fait pertinente, hein. Moi, j'aurais beaucoup aimé pouvoir avoir cette occasion-là, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore présenté. C'est vrai que nous, on regrette un peu en psychologie de la santé en France d'être un peu loin des autorités de santé publique. Et effectivement, dans d'autres pays, ils invitent beaucoup plus les chercheurs issus de la psychologie de la santé, hein, comme en Angleterre ou aux Pays-Bas. Ils sont plus proches et donc ils invitent régulièrement des chercheurs pour pouvoir justement essayer de mettre en œuvre un peu des politiques de santé publique issues justement des recherches. Donc c'est quand même normalement à ça que ça sert, hein. Et c'est vrai que nous, on se sent un petit peu éloignés et pas forcément toujours très écoutés par rapport à ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc on essaye d'œuvrer dans ce sens-là. Par exemple, avec Prêve HPV, alors il y a quand même eu des choses, hein, qui commencent un peu à bouger. Mais c'est vrai que on aimerait bien que ça bouge un petit peu plus. Et c'est pas simple toujours en France, effectivement. Et merci beaucoup. Juste une petite question, mais là, il y a encore Jérémy qui est en train de m'interdire de le faire, donc je vais le faire. Ça s'appelle de la réactance, Jérémy. Vous pouvez quand même nous parler un peu des résultats que vous avez obtenus en Isère, ou bien ce sont ceux de Prêve HPV? Non, donc il y en a deux. Donc effectivement, ceux qu'on a obtenus en Isère, c'était ceux que je présentais au début, c'est-à-dire c'est la courbe où effectivement on a réussi à augmenter. Donc on est passé de 20% de couverture vaccinale en Isère en 2018 à 42% en 2022. Donc effectivement, ils ont réussi à doubler les chiffres. Donc ça, c'était alors évidemment, c'était à la hausse, hein, au niveau national déjà. Donc ça, c'était un chiffre important. Mais en effet, on a réussi à remonter un peu l'écart qu'il y avait entre le département de l'Isère par rapport à la couverture nationale en France. Et donc ça, c'est intéressant. Donc on voit qu'en effet, il y a quand même eu des vrais résultats qui ont fonctionné. Alors après, on ne sait pas si c'était plutôt la formation EM ou les brochures, ou il y a tous les éléments qui ont été mis en place, qui ont œuvré dans ce sens-là. Donc on n'a pas pu isoler les différentes interventions. Mais en tous les cas, l'ensemble de ce Stop HPV a permis vraiment d'augmenter la couverture vaccinale en Isère. Donc ça, c'était un résultat qui était vraiment tout à fait enthousiasmant. Oui. Merci beaucoup Aurélie, on va passer parce que le temps presse, et merci infiniment de cette présentation. Merci. We will now switch to the